Lizzie présente Maison Atlas d'Alice Kaplan. Lu par Odile Cohen. Les lieux, les faits et les personnages dépeints ici s'inspirent de la réalité. Je les ai cependant transposés, déplacés et condensés pour créer un univers fictif. Le gouvernement de la Défense nationale décrète que les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront réglés par la loi française. République française, décret numéro 136, dit décret Crémieux. 24 octobre 1870. Alors que les tombes de nos ancêtres sont en Algérie depuis des millénaires, préférerions-nous devenir ailleurs des étrangers? Déclaration attribuée à des Juifs algériens par le Front de Libération Nationale. 1957. Les forces de l'histoire ont beau nous faire signe, on s'évertue à les ignorer. On range ses souvenirs dans des albums, comme si un trait de colle pouvait les maintenir en place. On les enveloppe dans du papier bulle, et on les oublie à la cave. Vers 1910, dans un village lituanien de la zone de peuplement juif, un jeune homme déterminé, grandi avant l'âge, attend son heure. Est-il colporteur, boulanger, rabbin? Ayant économisé au fil des ans une somme suffisante, il se rend à Hambourg, où il achète un billet d'entrepont pour New York. D'autres hommes de son village ont ouvert la voie. Il part ensuite, en train, en bateau, pour Norwich, dans le Connecticut, et se fait aussitôt engager dans l'énorme usine textile qui enjambe le cours du Shetauket. 5 ans plus tard, il envoie chercher sa femme, son fils et ses 3 filles. Nul ne sait exactement ce qu'il advient de sa famille à bord du bateau. Ce qui est certain, c'est que les conditions de vie dans l'entrepont sont épouvantables. Poux, toilettes bouchées, nourriture infecte, passagers entassés par milliers, telles les cohortes amassées qui, sur le piédestal de la Statue de la Liberté, aspirent à un avenir meilleur, tout cela sans répit, jusqu'à l'arrivée dans le port de New York. À peine débarquée, son épouse est emmenée à l'hôpital Bellevue, où elle met fin à ses jours. Son suicide n'a pas laissé de traces dans les archives. Cette information sera transmise de bouche à oreille, de génération en génération. Dans certaines versions, on la voit sauter par la fenêtre. Dans d'autres, elle est entravée par une camisole de force. Mais alors, comment a-t-elle pu se tuer? Ce récit des origines, qui en vaut un autre, est parfois invoqué à voix basse pour expliquer une fragilité transmise de mère en fille, une peur. Le mari devenu veuf, appelons-le Jacob Segal, doit à présent s'occuper seul de 3 filles et d'un fils. L'aîné, qui est en âge de travailler à l'usine avec lui, reste dans le Connecticut. Les plus jeunes et le garçon font leur 2e grand voyage, cette fois vers l'intérieur des terres, dans le nord du Midwest. Les a-t-il mis dans un train, sur un bateau? On peine à imaginer comment, au juste, ils sont arrivés à Duluth. La raison de leur voyage, elle, n'a rien de mystérieux. Des cousins, originaires du même village de Lituanie, prospèrent dans le commerce de ferraille. Dans leur grande maison au bord du lac, ils ont de la place pour les recevoir. Les choses se passent plutôt bien pour les enfants Segal. Le garçon s'installe dans un comté voisin et se fait agriculteur. Après la mort du père, emportée par la tuberculose, l'une des filles retourne à New York pour vivre aux côtés de la sœur qu'elle a failli perdre. Elle devient la secrétaire et, selon la rumeur, l'amante d'une star du cinéma muet, une immigrée polonaise dont la carrière sera détruite à l'arrivée du cinéma parlant à cause d'un accent étranger trop prononcé. La 3e fille de Jacob Segal reste dans le Minnesota. Elle monte à Minneapolis,
la grande ville où elle épouse un autre immigré originaire du même shtetl. Ses enfants deviennent sinon riches, en tout cas plutôt aisés, et ils s'implantent dans le Midwest. Ils ignorent tous au début des années 1940 que des Einsatzgruppen, des unités de la Wehrmacht, sont en train d'exterminer tous les cousins qu'ils ont laissés en Lituanie, les emmènent dans la forêt qui borde leur ville pour les abattre. Pendant près d'un siècle, les Segal restent dans le Minnesota. Puis l'une des filles, l'arrière-petite-fille de Jacob, se met en tête de découvrir l'Europe. Son Europe imaginaire, faite de musées, de cafés et de cathédrales. Pas l'Europe de ses ancêtres. Vers 1900, à Alger, Joseph Atlas s'efforce de faire fortune. La présence de ses ancêtres en Algérie remonte, dit-on, à des milliers d'années. Ils ont toujours parlé le judéo-arabe. Mais Joseph, contrairement à ses voisins musulmans, est un citoyen français grâce au décret Crémieux qui a été pour sa famille en 1870 comme un coup de tonnerre. École française, vêtements français. En 1900, tout cela est devenu naturel et Joseph et ses coreligionnaires ont compartimenté leur existence. Commerce, citoyenneté... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.